On pense souvent que les grandes innovations naissent dans des labos ultramodernes, mais parfois non. Parfois elles naissent dans la boue, le froid et le désespoir d'un champ de bataille. C'est l'histoire d'une de ces inventions improbables, une invention née de la nécessité la plus pure et surtout d'une promesse. On va voir comment l'ingéniosité d'un seul homme peut complètement changer le cours d'une bataille. Le silence est le produit le plus cher en temps de guerre. C'est une phrase terrible de vérité. En octobre 1944, près d'Aix-la-Chapelle en Allemagne, une patrouille américaine va apprendre cette leçon de la manière la plus brutale qui soit. Pour ces soldats, le silence, ce n'était pas un luxe, non, c'était la simple condition de leur survie. Alors, imaginez la scène. 12 hommes, des fantômes qui se faufilent dans une forêt complètement détrempée. Leur mission, repérer un avant-poste radio allemand. Tout se passe bien, ils sont invisibles, jusqu'au moment où une sentinelle ennemie sort pour s'en griller une. Le chef de patrouille n'a pas le choix, il doit tirer. Et là, la détonation assourdissante de son pistolet mitrailleur Thompson déchire la nuit et déclenche l'enfer. Le bilan est terrible. 3 morts, 5 blessés. Et la mission est un échec total. Mais le pire dans tout ça, c'est la raison de ce désastre. Ce n'est pas une mauvaise planification, ni une erreur tactique, non, c'est le bruit. Le bruit de leurs propres armes qui a trahi leur position et les a tout simplement condamnés. Un problème tragique et surtout terriblement fréquent sur le front. Et justement, l'un des hommes qui évacue les blessés ce soir-là, c'est le sergent Jack Monroe. Faut bien comprendre, Monroe, c'est pas un soldat d'élite, pas du tout. C'est un mécanicien de 30 ans. Et pour piger ce qu'ils veulent pousser à tout risquer, il faut remonter 6 ans en arrière, à une tragédie personnelle qui a complètement forgé sa vision du monde. En 1938, son père, qui était mineur, meurt dans un effondrement. La cause de l'accident ? Du matériel défectueux, mal entretenu. De ce drame, Jack a tiré une leçon gravée au fer rouge. Un mauvais équipement, ça tue. C'est cette conviction qu'il hante quand il fait une promesse à la mère de son jeune voisin, Tommy, juste avant de partir pour la guerre. Jack Monroe, vous me ramenez mon garçon. Ces quelques mots de Margaret Sullivan pèsent plus lourd que n'importe quelle plaque de blindage. Ce n'est pas juste une demande, c'est un fardeau, une responsabilité sacrée. Et au milieu de l'enfer de la guerre, cette promesse, elle devient sa seule boussole. 2 jours après la patrouille désastreuse, on retrouve Jack en train de réparer un camion. Et là, en regardant une pièce des plus banales du moteur, il a une illumination. Une idée complètement folle, presque ridicule, qui commence à germer dans sa tête. Une idée qui pourrait bien, justement, lui permettre de tenir sa promesse. Ce qui est fascinant, c'est la simplicité de son raisonnement. Il se dit « Attends, un pot d'échappement, ça réduit le bruit d'un moteur en piégeant les gaz en expansion. Une arme à feu, au fond, c'est le même principe, une explosion contrôlée. » Alors, la question qu'il se pose est toute simple. Et si un bête filtre à huile, conçu pour piéger des impuretés, pouvait aussi piéger le son ? Sans attendre, il passe à l'action. Il récupère un filtre à huile, le bricole, le visse sur un pistolet mitrailleur. Il organise même une démonstration pour ses supérieurs. Et là, c'est la catastrophe, un échec cuisant. La pression du tir fait tout simplement exploser le filtre en morceaux. Les officiers éclatent de rire. L'inventeur est ridiculisé. Fin d'histoire ? Pas tout à fait. Parce que, pendant que tout le monde se moque, Jack, lui, il a vu autre chose. Il a vu que pendant cette fraction de seconde, juste avant de se rompre, le filtre a bel et bien absorbé une partie du son. Le concept était bon, c'était juste l'exécution qui était mauvaise. Alors, en secret, il décide de perfectionner son design. Il passe 3 nuits à bosser dessus, à renforcer les soudures, à repenser le système. Puis, il est prêt. Mais cette fois, pas de public. Il fait le test tout seul, à l'aube. Et le résultat est spectaculaire. Le problème, c'est qu'un tel succès, ça attire forcément l'attention, et pas toujours la bonne. Le bang assourdissant du M3 est remplacé par une sorte de pssst métallique, une espèce de tout mécanique. C'est incroyable, il a réussi. Avec de la ferraille, il a créé un silencieux qui fonctionne. Fier de lui, il le présente à son supérieur, le colonel Harrison. La démonstration est un succès. Mais la réaction officielle est glaciale. L'invention de Jack n'est pas réglementaire, pas testée, elle est jugée dangereuse. Le colonel Harrison, un homme de procédure, lui ordonne de tout démonter. L'innovation du terrain vient de se prendre en pleine face le mur de la bureaucratie militaire. 2 jours plus tard, de nouveaux ordres tombent. Mission capitale, prendre un pont stratégique sur la rivière Ruhr, que les Allemands ont truffé d'explosifs. Le plan officiel ? Une attaque silencieuse, avec des couteaux. En gros, une mission quasi suicidaire où le moindre bruit signifie l'échec, et très probablement la mort de toute l'escouade. Et c'est là que tout bascule pour Jack, car Tommy, le jeune homme qu'il a juré de protéger, s'est porté volontaire pour cette mission. Jack le sait, le plan officiel est une boucherie annoncée. Alors il prend une décision qui pourrait l'envoyer directement en cour martiale. Il emporte secrètement son silencieux interdit. C'est la nuit de la mission. Une pluie battante, l'escouade de 12 hommes approche du pont. Et la première menace est là, bien visible. Une sentinelle qui fait les 100 pas. Impossible à voir au couteau, c'est trop risqué.
Tous les regards se tournent alors vers Jack. À 40 mètres, dans une obscurité quasi totale, Jack épaule son M3 modifié. Il retient son souffle et il tire. Pas de détonation. Juste ce petit bruit sourd, mécanique. La sentinelle s'effondre sans un cri. Le silence reste total. L'invention de Jack vient de complètement changer les règles du jeu. À partir de cet instant, c'est un carnage, mais un carnage silencieux. Les Américains balaient le pont avec une efficacité redoutable. Les 2 nids de mitrailleuses neutralisés, les gardes du bunker éliminés, le boîtier du détonateur détruit. Même un camion de ravitaillement qui arrivait est stoppé net. Le pont est à 50. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est le nombre de tirs que le silencieux artisanal de Jack a pu encaisser avant de finalement rendre l'âme, complètement consumé par la chaleur. 50 tirs qui ont permis de prendre un pont vital, de sauver la vie de 12 hommes et de sécuriser l'avancée de toute une division. Au lever du jour, les chars américains traversent le pont. La mission est un succès total, éclatant. Mais pour le sergent Jack Monroe, le moment de vérité approche. Il a désobéi à un ordre direct de son supérieur. Il doit maintenant faire face aux conséquences. Mais la réaction du colonel Harrison est stupéfiante. Au lieu d'une sanction, il lui offre une reconnaissance tacite. Il ne peut pas récompenser officiellement un acte de désobéissance, c'est impossible, mais il peut reconnaître le résultat. C'est sa façon de dire « Bien joué, sergent, recommencez ». Et au milieu de cette grande victoire stratégique, il y a la victoire personnelle, la plus importante aux yeux de Jack. Tommy Sullivan, même s'il est blessé à la jambe, est en vie. Il rentrera chez lui. La promesse, faite des mois plus tôt à une mère morte d'inquiétude, a été tenue. Et l'impact de cet acte de désobéissance va bien au-delà de ce simple pont. L'idée de silencieux improvisé se répand comme une traînée de poudre parmi les soldats. Et plus important, ça force l'état-major à reconsidérer l'intérêt tactique de ces dispositifs. L'invention de Jack, née du désespoir, a en fait planté une graine qui va influencer la technologie militaire pour les décennies à venir. L'histoire de Jack Monroe et de son silencieux filtre à huile, ce n'est pas juste une anecdote de guerre. C'est une vraie réflexion sur l'innovation face à la rigidité, sur la morale face au règlement. Et ça pose une question qui, elle, est intemporelle. Jusqu'où faut-il aller pour faire ce qui est juste ? Une question qui résonne bien au-delà des champs de bataille.